Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Storytime, je vais vous expliquer comment je suis devenue maman économe. Je fais cette vidéo, c'est absolument pas pour faire pitié ou pour qu'on me plaigne, c'est absolument pas le principe de cette vidéo. Je veux partager avec vous nos dernières années, nos années de galère pour que vous puissiez comprendre déjà notre démarche, pour que vous puissiez en savoir plus sur nous aussi, mais aussi pour que vous puissiez voir que c'est possible de s'en sortir malgré les galères. Donc je me présente, je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans, je suis mariée à Benoît qui a 37 ans et j'ai 3 enfants, Valentin a 12 ans, Thibaut aura bientôt 10 ans et Margot vient d'avoir 2 ans. J'ai déjà mis en ligne une vidéo qui s'appelle « Ce que j'ai fait pour en arriver là ». Mais là, dans cette vidéo, on va plus parler des événements en fait, qui nous sont arrivés ces dernières années. Je ne vais pas forcément parler des dépenses inutiles qu'on a fait puisque j'en ai déjà parlé. Donc si vous voulez la voir, je vous la mets dans les fiches juste ici. Mais là, vraiment, on va se concentrer sur les événements qui sont arrivés dans les dernières années et qui nous ont amenés à être dans la galère. Vous verrez sans doute plusieurs changements d'état émotionnel dans cette story time. C'est parce qu'il y a encore des choses qui sont difficiles pour moi. Dès que j'y repense, c'est un peu compliqué. Je vais pas aller jusqu'à dire que ça y est, on est sorti de la galère, mais néanmoins, on commence quand même à apercevoir un petit peu une lumière. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Pour faire un petit retour en arrière, très rapide, mais pour que vous puissiez comprendre quand même de là où on vient, en octobre 2011, avec mon mari, nous avons ouvert une boulangerie-pâtisserie. Nous étions donc gérants d'une société. Ça marchait bien au début. Ensuite, ça marchait moins bien. Ça a remarché bien et ça a moins bien marché. Et puis, pour aller avec tout ça, nous avons eu des événements pas forcément très joyeux dans nos vies qui font que ça a débouché sur une liquidation judiciaire de la société en septembre 2018. Début 2018, nous avons demandé le redressement judiciaire de la société pour essayer de nous en sortir parce que ça allait encore, mais on arrivait à joindre les deux bouts, mais quand même assez difficilement. Il fallait vraiment tirer sur les deux bouts. On avait déjà revu nos façons de consommer, nos façons de penser, mais c'était vraiment sur le fil, c'était assez compliqué à gérer quand même. Et donc, quand on demande le redressement judiciaire d'une société, on est attaché à un mandataire, en fait, qui surveille les faits et gestes de la société pour voir si le redressement est possible, en fait, si c'est faisable de faire quelque chose avec cette société-là. Donc du coup, au mois de septembre 2018, soit 3 semaines après la naissance de Margot, on avait rendez-vous chez le tribunal pour présenter notre dossier. Le mandataire et l'administratrice me disaient « c'est un dossier en béton, vous avez super bien travaillé, ça va passer, il n'y a pas de souci, ça va continuer, on va demander 1 an et demi de redressement judiciaire ». Et donc je me disais « ça va être génial, on va pouvoir s'en sortir, on va étaler les dettes, on va trouver des solutions, etc. etc. » Il faut donc présenter ce dossier au tribunal. Nous avions rendez-vous le jeudi 6 septembre, si je ne me trompe pas. Et c'est mon mari qui y a été. Parce que moi, j'avais Margot qui avait 3 semaines, il fallait que je m'occupe du magasin. Je voulais pas fermer le magasin pour perdre une après-midi encore de chiffres. Je pouvais pas me permettre. Donc du coup, c'est mon mari qui y a été. Et j'ai attendu, avec beaucoup de stress quand même, de savoir ce qui va se passer et tout. Et je sais quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère de cette attente. Il y a beaucoup de gérants dans la salle, il fait très chaud. C'est long, on est mélangé avec les avocats, etc., etc. On a l'impression de ne pas être à notre place. Enfin, c'est vraiment quand même assez compliqué, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, mon téléphone sonne enfin. C'est mon mari, en pleurs. La première chose que je me suis dit, c'est « mince, mais ça passe pas, le redressement judiciaire, ça passe pas, quoi. » Et il m'a dit « j'ai pété un plomb. J'ai demandé la liquidation judiciaire de la société. » Alors moi, la première chose qui m'est venue à l'idée quand il m'a dit ça, c'était de me dire, mais je vais le tuer. Je vais le tuer. J'ai bossé pendant 3 mois à préparer tout le dossier. J'ai fait des photocopies, j'ai envoyé des mails. Même le jour d'accoucher, je m'occupais de ça. Le lendemain de mon accouchement, je m'occupais de ce dossier. Enfin, j'avais mis beaucoup de temps. Et mon mari me dit, j'ai pété les plombs. J'ai demandé la liquidation judiciaire de la société. Donc à ce moment-là, moi, j'étais la pire des égoïstes du monde parce que je me suis dit, mais tout le travail que j'ai fait, il me l'a flingué. J'étais vraiment en colère. Et il m'a dit, tu dois fermer la boulangerie, c'est terminé. J'ai terminé de servir les clients que j'avais dans le magasin en pleurs. J'ai fermé le magasin, j'ai tout laissé comme ça, j'ai pris ma fille. Je suis partie au bureau de tabac, elle a acheté un paquet de cigarettes. Je sais que c'était pas la bonne chose à faire, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et je suis retournée dans la boulangerie et je savais pas quoi faire. Mon téléphone a ressonné, c'était mon mari qui m'appelait à l'aide. En gros, il m'a dit que voilà, il voulait se foutre en l'air. C'est pas ses mots, mais voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, j'étais à 1 heure
de lui. J'étais à 1 heure de lui, j'avais pas de voiture pour aller le rejoindre et tout ça, je savais absolument pas quoi faire. Et j'ai appelé les pompiers. Du coup, voilà, je leur ai dit, mon mari, ça a pas l'air d'aller, moi je peux pas aller le voir, est-ce que vous pouvez y aller et tout. Et en fait, le pompier que j'avais au téléphone me faisait comprendre que ça arrivait, quoi, des gens comme ça. Il fallait qu'il rentre à la maison et puis voilà, quoi. Mais j'ai dû insister et puis j'ai dû lui dire, enfin, moi, mon mari vient de me dire qu'il voulait se mettre en l'air quand même, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas le laisser comme ça, quoi. Et en fait, il a fini par appeler la gendarmerie et me passer le gendarme. Et là, donc j'ai re-expliqué ça au gendarme. Et le gendarme m'a dit, mais il se trouve où votre mari? Ben, je sais pas. Et en fait, comment est-ce que j'ai pu retrouver où était mon mari? C'est parce que à l'époque, on avait tous les deux un iPhone et on avait la géolocalisation. Et j'ai pu savoir à peu près où il était. Et comme on avait la voiture de la boulangerie, bah, je lui dis, voilà, c'est marqué boulangerie des feux dessus, c'est un berlingot blanc, vous allez le retrouver et tout ça, quoi. Et ça va, le gendarme a finalement dit aux pompiers, bah, il faut aller le chercher, quoi, le laissez pas tout seul. Les pompiers sont donc allés chercher mon mari. Moi, je ne savais pas ce qui se passait, j'en savais pas plus. En fait, la pire des choses qui s'est passée à ce moment-là, c'est que je ne savais absolument pas ce qui s'était passé. Je le saurais après, mais je savais vraiment pas ce qui s'était passé. Du coup, je savais pas quoi faire. J'ai essayé d'appeler plein de fois mon mari, mais il répondait pas forcément. Il était en transfert et tout ça. Et puis, j'ai attendu que mes enfants rentrent. J'ai pris mes enfants et je leur ai expliqué ce qui se passait. Sans leur dire que papa, il était parti avec les pompiers. Je leur ai dit, bah écoutez, voilà, il faut fermer la société, c'est terminé et tout. Puis je suis rentrée à la maison. Et rentrée à la maison sans son mari, alors que normalement j'étais encore en train de travailler. On venait de reprendre le travail il y avait 4 jours et tout. J'avais ma petite, j'avais les enfants. On comprenait rien du tout. J'ai finalement eu l'hôpital. L'hôpital m'a appelé finalement pour m'expliquer qu'ils avaient bien pris en charge mon mari et qu'ils le garderaient pour la nuit. Donc j'étais un peu rassurée parce que je savais que mon mari il était plus ou moins entre de bonnes mains. Et du coup, moi de mon côté, j'ai appelé l'administratrice, donc la personne qui s'occupait de notre dossier pour savoir ce qui s'était passé, quoi. Et donc j'en ai pas su grand chose. La seule chose que j'ai su, c'est que bah voilà, mon mari il avait pété un plomb dans le tribunal et qu'il avait dit moi c'est tout, c'est bon, j'arrête, c'est terminé et tout. Et elle me dit il était vraiment pas bien, quoi. Mais je lui dis, mais vous l'avez laissé repartir? Vous aviez pas vu qu'il était dans la détresse? Enfin, là, il est parti avec les pompiers et tout, quoi. Donc, du coup, en fait, j'en veux pas forcément à une personne en particulier, mais je pense quand même que les gens dans l'audience, c'est-à-dire les jurés, les avocats, les administrateurs et tout ça, ils ont quand même bien dû voir que mon mari, il était dans la détresse totale et ils l'ont laissé repartir, quoi. Donc ça, c'est quelque chose... Je vais pas dire que je leur en veux à mort, mais je leur en veux quand même un peu parce que je me dis, il en va quand même de la sécurité des gens, quoi. On voit, je sais bien que dans les affaires de redressement, de liquidation judiciaire, on voit des personnes malheureuses, forcément. Les gens, ils perdent leur société, ils perdent presque toute leur vie. Mais là, vraiment, là, mon mari, il était incontrôlable, ce sont ses mots, quoi. Donc voilà. Alors vous vous douterez bien que les heures et les jours que j'ai passés n'ont pas été fabuleux, mais si je devais réfléchir à mon état d'esprit, en fait, de ce moment précis, je sais pas si je pourrais vous répondre. En fait, je pense que j'ai juste marché mécaniquement. Je me suis occupée des enfants. Les grands se posaient des questions, bien évidemment, parce que bah, papa, il n'était pas là. Donc, je leur ai expliqué avec des mots que eux pouvaient comprendre sans trop les paniquer, bien évidemment, parce que je pense que c'était pas la peine de paniquer les enfants davantage. Je pouvais pas tout gérer, moi. Donc, je leur ai expliqué grossièrement la situation. Papa... il va pas bien du tout, papa il a besoin de se reposer, la société c'est terminé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors que moi dans ma tête je savais pertinemment que ça n'allait pas le faire. Et puis j'avais Margot, elle avait 3 semaines, il fallait bien s'en occuper, etc. etc. J'ai prévenu ma belle-sœur, j'ai prévenu ma nounou, j'ai prévenu une copine dans le village de ce qui s'était passé parce que j'avais quand même besoin d'en parler, en fait, de pouvoir discuter de tout ça. Le lendemain matin, j'ai eu des nouvelles de mon mari, donc il a accepté la proposition de l'hôpital d'aller dans un hôpital psychiatrique en maison de repos pendant quelques jours. Du coup, moi j'ai fait garder ma petite par ma belle-sœur et je suis allée le rejoindre, on avait le droit de le visiter. Mon mari, c'était pas un cas extrême. Alors en fait, il était avec plusieurs personnes et mon mari il avait l'autorisation d'aller dans les jardins, c'est ce qui n'était pas la possibilité pour tous. Du coup, ça a été vraiment bizarre en fait d'aller là-haut parce que j'ai dû attendre dehors, j'ai dû montrer ma carte d'identité. Il y avait des sas en fait, comme si on était en prison en fait. Mon mari il sortait, on refermait le sas, je pouvais rentrer, on ressortait, c'était comme ça, c'était bizarre. On s'est retrouvés dans les jardins avec mon mari et on a pu discuter. Il m'a demandé des cigarettes au passage parce que il fumait pas non plus. Mais du coup, il m'a demandé des cigarettes au passage et on a pu discuter.
C'était très important pour moi de savoir ce qui s'était passé dans la tête de mon homme, parce que mon homme, je le connais, il n'est pas du genre à être abattu, il n'est pas du genre à s'avouer vaincu et tout ça. Mais là, pour du jour au lendemain, retrouver mon homme dans un hôpital psychiatrique avec l'envie de se foutre en l'air, c'était quelque chose qui vraiment me dépassait, quoi. Il a pu m'expliquer ce qui lui est passé par la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari, il avait perdu sa maman au mois de mai de cette année-là. C'était encore tout frais et c'était très difficile pour lui. Et c'est vrai que c'est encore très difficile pour lui, même à l'heure actuelle, parce que c'est sa maman. Et une maman, c'est très très important. Surtout la relation qu'il avait avec sa maman. Sa maman est partie très vite, elle est décédée d'un cancer. Elle est partie très très vite. Franchement, on n'a pas eu le temps de le voir arriver. Et mon mari s'en veut énormément, en fait, d'avoir autant travaillé à la boulangerie pour relever tout ça, pour au final ne pas pouvoir profiter davantage de sa maman alors qu'elle était malade, voilà, tout simplement. Donc mon mari, ça a énormément joué. Et ensuite, il y a le fait que nous, ça faisait des années, en fait, qu'on trimait et qu'on galérait pour ressortir la tête de l'eau au niveau de la boulangerie. Toutes les années de galère, en fait, à la boulangerie pour essayer de relever la barque et tout ça, ça nous a beaucoup pesé, en fait. On n'avait pas de jour de repos parce que même notre jour de fermeture hebdomadaire, fallait travailler pour préparer la journée du lendemain. On bossait les jours fériés. Le soir, on pouvait pas sortir parce que le lendemain, mon mari se levait de bonne heure et tout ça. Ça a été quand même assez compliqué. Bon, après, je dis pas que ça a été compliqué tout le long. C'est pas ça. On a eu aussi des super moments. Mais c'est vrai qu'à la fin, les derniers mois ont été vraiment compliqués. On n'avait plus de vacances, on fermait juste une semaine dans l'année pour essayer de respirer un peu, mais c'était pas suffisant. Et il m'a dit, quand j'attendais, il dit déjà j'ai attendu super longtemps, j'avais super chaud, j'étais morte de fatigue parce que mon mari dormait vraiment très peu. Hein. Et il me dit, j'entendais les avocats, les huissiers, les administrateurs, les mandataires se raconter leurs vacances, quoi. Mais il me disait, mais chérie, on pourra jamais se payer, nous, des vacances comme ça. Et en fait, je pense pas que c'était de la jalousie vis-à-vis d'eux, mais je pense que juste, ces personnes-là qui racontaient leurs vacances, elles étaient entourées de personnes dans la détresse, en fait. Parce que quelqu'un qui met sa société en redressement judiciaire, c'est bien que ça ne va pas, quoi. Et eux, je sais pas. En fait, même encore à l'heure actuelle, je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là n'ont pas eu un minimum de pudeur, en fait, que de se raconter leurs vacances. On a fait du golf, on a fait du jet ski, on est parti à Bali, nous c'était la Malaisie. Les gars, quand vous êtes entourés de gens qui sont dans la détresse, je sais pas, fermez-les un peu, quoi. Vous raconterez ça après, quoi. Voilà. Du coup, c'est beaucoup monté, en fait, dans la gorge de mon mari. Il les avait vraiment là, en fait. Et du coup, quand il s'est présenté au tribunal, en fait, devant les jurés, l'administratrice était en train de présenter notre dossier. Et mon mari, en fait, il a tout simplement arrêté. Et puis il lui a dit, non, stop, ça y est, c'est bon, on arrête, quoi. Et voilà. C'est comme ça, en fait, que la liquidation de la société s'est faite. Et donc, la question de l'argent s'est quand même posée très rapidement parce que nous, en fait, on n'avait pas eu notre rémunération au mois de septembre. Et comme la liquidation judiciaire a été prononcée, alors quand il y a la liquidation judiciaire d'une société qui est prononcée, il y a tout qui s'arrête au moment où on dit c'est la liquidation judiciaire. Et du coup, nous, on n'a pas été payés, les salariés n'ont pas été payés, mais il y a un fonds, en fait, qui existe pour justement payer les employés quoi qu'il arrive. Mais nous, on n'a rien eu du tout, en fait. Donc, on s'est retrouvés très rapidement à sec parce qu'on n'avait déjà pas grand-chose. Et j'ai eu de la chance de trouver du soutien de la part de ma famille, de la part d'amis. Et ce sont eux, en fait, qui ont rempli mon frigo pendant quelques semaines. Donc, c'était des pâtes, du riz, des yaourts, de façon à ce que je puisse, en fait, nourrir mes enfants, parce que sinon, c'était tout simplement impossible à faire. Il y a des jours où, moi, j'ai mangé qu'un repas sur 2, parce que c'était compliqué au niveau des doses. En fait, j'avais pas assez pour nourrir tout le monde. Donc, moi, je mangeais une fois sur 2. Je mangeais quand même parce que je nourrissais ma fille. Donc, du coup, il fallait bien que je mange un peu pour avoir quelque chose, parce que sinon, Marco, il aurait pu avoir des carences. Mon mari, il a retrouvé du travail quand même assez rapidement, donc chez un boulanger de la même ville de là où on était. En fait, ce boulanger-là cherchait un pâtissier à ce moment-là. Du coup, mon mari s'est proposé. Il a travaillé 1 mois. Et en fait, c'est là qu'il s'est rendu compte que plus jamais il voudrait retravailler dans une boulangerie. C'était très dur. Et la dernière semaine où il y a travaillé, il revenait tous les jours en pleurant. Il aimait plus ce qu'il faisait, ça lui plaisait pas, voilà quoi. Il avait l'impression que ça n'irait plus jamais en fait dans la boulangerie. Et donc pour couronner le tout, on a notre ancien partenaire qui nous avait lâché, mais genre définitivement lâché, hein. On s'est arrêté au milieu de la route, il y avait de la fumée qui s'évacuait du capot. Donc on s'est retrouvés sans voiture.
Et là, à ce moment-là, c'est notre beau-père, enfin c'est mon beau-père qui est venu à notre secours, et heureusement, parce que sinon, pour trouver du travail, ça aurait été méga compliqué. Il nous a donc déniché une voiture en attendant pour nous dépanner. C'est la fameuse Xantia que nous avons encore actuellement et qui fait toujours des siennes, mais voilà, elle nous a quand même super bien dépanné. Mon beau-père est devenu la personne que j'admire le plus maintenant dans ma vie. Je l'admirais déjà beaucoup avant, mais désormais c'est vraiment la personne que j'admire le plus, et c'est pas parce qu'il nous a acheté une voiture. Je vais vous dire les mots qu'il nous a dit, parce que je l'ai appelé forcément quand mon mari s'est retrouvé à l'hôpital. Je lui ai expliqué la situation et tout, puis je lui ai expliqué aussi un petit peu nos craintes. Papy, vous vous rendez compte comment on va faire et tout ça? Et il m'a dit, t'inquiète pas la tiotte, tant que vous êtes ensemble, eh ben vous y arriverez. C'est ce qu'il a dit. Et ça, vraiment, cette phrase-là, je vous jure qu'elle résonne encore dans ma vie tous les jours, parce que mais c'est tellement vrai en fait, parce qu'on voit tellement de personnes qui se culpabilisent en fait, qui culpabilisent l'autre pour pas que ce soit de sa faute. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ta faute, il y a ça, c'est de ta faute. Et en fait, eh ben nous aussi on l'a fait, hein, bien évidemment, il y a quelques années on le faisait encore, mais maintenant en fait on le fait plus du tout. Bon si, des fois, c'est sûr que des fois il y a des bêtises que mon mari fait, c'est lui, hein. Je veux dire, l'amende qu'il a ramenée la dernière fois, c'était lui, hein, c'était pas moi. Mais voilà, c'est pour dire, maintenant, quand on parle de ce qui est arrivé, c'est toujours nous. Voilà, c'est nous, en fait. On a fait une connerie, on a fait quelque chose de bien, on s'en sort. On a eu des problèmes, c'est toujours nous, en fait. Et c'est vrai que ça, c'était la base de tout. Et je vous assure que c'est vraiment très fort. Vous allez peut-être vous dire, ouais, c'est rien qu'une phrase, quoi. Mais je vous jure que c'est la phrase, en fait, quand il me l'a dit à ce moment-là, parce que mon beau-père, il n'est pas du genre à faire des déclarations, des trucs comme ça, hein. Mais là, vraiment, il l'a sorti vraiment au bon moment, et ça m'a fait tellement de bien, et je vous jure que ça m'a relevé. Je vous dirais pas que ça m'a donné des ailes, parce qu'à l'époque, c'était quand même compliqué, hein, d'avoir des ailes, mais franchement, ça m'a beaucoup aidé. Mais maintenant, quand je repense à cette phrase, mais c'est clair que j'ai des ailes. On continue dans le soutien de l'entourage. J'ai un ami, enfin plutôt le mari d'une amie de lycée, qui est toujours mon ami maintenant, même si c'est vrai qu'on s'était perdu de vue pendant très longtemps. Et ben ces amis-là sont arrivés à notre rescousse aussi, et ça, je vous assure, ça fait vraiment du bien. Ils sont venus nous aider pour vider les locaux, mais aussi Yann, donc le mari de mon ami, a proposé du travail à mon mari. C'était dans une boîte de transport en fait, et mon mari il venait d'avoir le permis poids lourd avec les pompiers, donc ça pouvait être une solution de travail aussi pour mon mari. Il y a travaillé pendant un petit bout de temps, mais c'était pas un travail à temps plein. Puis en plus c'était en intérim, c'était pas un travail à temps plein, c'était un travail de nuit, donc c'était compliqué. On avait dit on arrête la boulangerie, c'est terminé pour nous les samedis, c'est terminé pour nous les dimanches, les jours fériés et tout, mais retravailler la nuit c'était quand même assez lourd. Mais voilà, il fallait bien le faire parce que il fallait du travail, il fallait bien remplir le frigo, etc., etc. Donc du coup, mon mari a trouvé du travail, mais c'était pas trop mal payé. C'était de l'intérim, donc forcément l'intérim c'est pas trop mal payé. Mais le problème c'était la voiture, en fait, tout ce que l'intérim rapportait en plus, la voiture consommait plus que ce que le salaire rapportait en plus, en fait. Ce qui fait que du coup, mon mari, au final, gagnait 1100 € quoi, une fois que tu avais retiré les frais de carburant. Ça coûtait 400 € par mois parce que, bah oui, c'est pas juste à côté. Et c'est une vieille voiture, une essence qui consomme beaucoup. Donc, du coup, il a essayé de trouver du travail plus près. Et c'est ce qu'il a fait aussi. Il a un deuxième ami qui lui a proposé du travail, toujours en intérim. Donc là, par contre, c'était plus dans le transport, c'était dans la maçonnerie, dans l'aménagement extérieur. Et voilà, mon mari a trouvé du travail. Et rapidement, le patron de l'entreprise lui a proposé un CDI. Ce CDI, il a été signé début mars, donc juste avant le confinement. Et c'est ce CDI qui actuellement nous sort de la galère pas possible parce que c'est un boulot qui est bien payé, les heures supplémentaires sont payées. Il fait beaucoup d'heures supplémentaires en ce moment parce que il y a eu le confinement, donc il faut rattraper un petit peu le retard, mais ces heures supplémentaires sont payées, donc c'est vraiment ce qui nous aide en ce moment. Ça c'est vraiment cool, donc on est reconnaissant en fait de toutes ces personnes-là, mais vous imaginez pas en fait à quel point je peux être reconnaissante envers ce que vous avez fait pour nous. Bon, j'ai avancé beaucoup, j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, mais on va retourner un petit peu en arrière. On va parler de ma situation professionnelle à moi. Donc, quand on s'est retrouvés sans la boulangerie, moi, Margot avait 3 semaines et je n'avais pas le droit au congé maternité, en fait, parce que j'avais pas assez cotisé au niveau de l'URSSAF. Donc, du coup, pas de congé maternité. J'ai demandé le congé parental et ça va, j'y avais le droit. Et en fait, j'ai pas repris le travail tout de suite. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, on n'avait qu'une seule voiture, en fait. Ça aurait été assez compliqué.
de trouver un travail sans voiture et avec 3 enfants à faire garder. Ça nous aurait coûté vraiment trop cher. Donc comme j'avais cotisé suffisamment pour bénéficier du congé parental, donc c'est le congé prépare, j'ai bénéficié du congé prépare qui se termine d'ailleurs très bientôt. Et donc du coup, c'est quoi l'aspect financier en fait de toutes ces galères? C'est que du coup, on s'est retrouvé avec un découvert de 1800 €. Et puis après, bien évidemment, il y avait des impayés en fait qu'on n'a pas pu payer quand on avait rien ou presque rien ou juste un petit salaire. Donc du coup, il y a des choses qu'on n'a pas pu payer. Et c'est pour ça en fait que j'ai pris le pseudo Maman économe. C'est parce que je faisais des économies en fait. J'en fais encore d'ailleurs, hein, c'est pas terminé. Hein. Je fais des économies pour payer mes dettes, pour payer ce que j'ai à payer. Et maintenant, je fais aussi des économies pour pouvoir épargner. Mais vraiment, à l'époque, quand ça a commencé en 2018, c'était vraiment rembourser mes dettes et payer mes impayés et payer ce que j'ai à payer. Et voilà, en fait, c'était ça. Et aussi, je me préparais. Mais vraiment, je me suis vraiment préparé un truc de dingue parce que je savais que l'URSSAF, alors vous le savez si vous avez suivi, on a une dette de l'URSSAF qui est de 7 900 €, donc c'est à nous deux en fait. Moi j'ai un petit peu plus que mon mari, mais voilà, on a une dette de 7 900 € de l'URSSAF. Honnêtement, je pensais que ça serait beaucoup plus. Mais ça, en fait, depuis la liquidation judiciaire de la société, on savait qu'il faudrait qu'on le paye puisque c'est une dette personnelle. C'était la société qui payait avant. Mais si la société ne peut plus payer, c'était à nous de la payer. Donc du coup, ça, on s'y est préparé, on l'attendait et voilà, c'est arrivé. On doit 7 900 € à l'URSSAF. Ensuite, il va falloir qu'on paye les frais de contrainte, les frais de justice et puis les frais d'huissier, les frais d'avocat, etc., etc. Mais voilà, ça, on s'y est préparé. En ce qui concerne les galères financières, alors, on nous a aidés, bien évidemment, mais on ne nous a pas que aidés. On n'a pas compté que sur les aides pour s'en sortir, parce que sinon, on ne s'en sort jamais. On a mis des choses en place. Donc, en fait, simplement, tout ce qu'on a pu retirer de notre budget, on l'a fait. On est revenu vraiment au strict minimum, mais vraiment le strict minimum. C'est aussi pour ça que mon budget course, maintenant, il est si bas. On m'a déjà dit, ouais, c'est vraiment pas beaucoup ton budget course. On m'a dit que je me restreignais aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au bout d'un moment, j'avais pas bien le choix en fait que de me restreindre parce que sinon, je pouvais pas payer ce que j'avais à payer. Ce qui était vraiment très important pour moi de payer quoi qu'il arrive, c'était le loyer. Même si je sais que mes propriétaires, qui sont vraiment des propriétaires géniaux, ne nous auraient pas mis dehors pour un mois de loyer pas payé ou même 2 mois de loyer pas payé. Mais pour moi, c'était vraiment très important de payer. Il y a eu un mois en fait où j'ai pas pu payer l'intégralité du loyer, j'ai payé que la moitié. Et je leur ai dit, est-ce que ça vous dérange pas? Je vous payerai le mois prochain. Enfin, j'étais vraiment gênée. Mais en même temps, je voulais quand même les prévenir, en fait, que c'était la galère. Et voilà, quoi. C'est quand même mieux de les prévenir et de leur dire, je te paye quand même un petit peu, que de faire l'autruche et de pas les prévenir. Je pense qu'ils ne l'auraient pas pris de la même façon. Et en fait, la réponse de ma propriétaire, ça a été, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas des sauvages. Et du coup, maintenant, c'est une de mes expressions aussi. Quand on me dit, oh, ça te dérange pas? Et je réponds toujours, t'inquiète pas, on n'est pas des sauvages. Oui, j'en rigole maintenant, je vais pas faire que de pleurer, quoi. Et donc, du coup, le loyer qui était important pour moi, mais aussi l'essence pour que mon mari puisse aller travailler. Et en fait, il y a eu un mois où vraiment ça bloquait, c'était la réserve. Et mon mari, en fait, il aurait même pas pu se rendre directement au travail, en fait, pour aller travailler. Et j'ai demandé, en fait, à ma banque de me dépanner 20 € pour que Benoît puisse aller travailler, quoi. Et ils me l'ont refusé. 20 € pour que mon mari puisse aller travailler, ils l'ont refusé. Alors, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, mais je vous jure que j'avais une rage envers la banque, vous n'imaginez pas à quel point. Et ensuite, bien évidemment, il y avait aussi l'alimentation, parce que c'est super important de s'alimenter. Mais je vous cache pas qu'il y a eu des mois où il y avait vraiment pas grand-chose, en fait, pour faire des courses. Et il y a des mois où on n'a pas mangé très, très varié. Il y a des mois où on mangeait pas... c'était pas fabuleux, quoi. C'était, allez, de temps en temps un concombre, de temps en temps une tomate, des pâtes, des patates, tout ça. Et puis, quand je suis allée voir le médecin pour les vaccins de Margot, je lui en ai parlé, en fait. Et il m'a dit, alors déjà, vous vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est un mois dans votre vie où vous mangez pas très bien que vous allez vous retrouver avec des carences pas possibles. Il m'a juste dit, vous mangez bien parce que vous allaitez votre fille. Voilà, en plus, les enfants mangeaient à la cantine, donc ils avaient vraiment un menu équilibré le midi. Il y a des soirs où, ils ont mangé des céréales, ouais. Ouais, oui. Puis je suis pas la seule, hein. Ça arrive à beaucoup de monde. Mais voilà, en fait... Le médecin, il a quand même réussi à me retirer de la honte, en fait, en me disant, c'est pas grave, quoi. Et il m'a dit, lui et aussi la sage-femme, contactez la PMI, contactez l'assistante sociale, essayez de trouver des aides ponctuelles. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
J'ai contacté une assistante sociale, mais je vous assure que ça faisait déjà quelques temps que j'aurais dû le faire. Et en fait, j'arrivais pas à le faire, j'avais ma fierté, j'avais un peu honte et tout ça. Et je l'ai fait, et oui, donc on a reçu des aides pour la scolarité des enfants, donc pour payer leur école et aussi pour les nourrir. Donc ça nous a donné un petit coup de pouce. Mais comme je disais, là par exemple, les aides de l'assistante sociale, on l'a eu une seule fois. Après, on n'en a pas redemandé. Voilà, ce qu'on voulait aussi, c'est nous essayer de nous en sortir seul. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où dans la vie, ça arrive. Enfin, je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, t'en as pas assez, quoi. Voilà, en fait, arrive à un moment où quand t'as réduit à néant toutes tes dépenses, la seule chose à faire, c'est de gagner plus. Alors, je sais que c'est pas évident. Mais nous, ça va, on a réussi à le refaire. Et moi, j'ai plus que hâte de reprendre une activité au mois de septembre pour pouvoir en ajouter encore plus et pour qu'on puisse avancer encore plus vite. Et maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, alors, les ennuis ne sont pas terminés. En fait, je sais pas si je peux dire les ennuis, mais en fait, moi, je pense que les galères sont derrière nous. Les grosses galères sont derrière nous. C'est sûr qu'on aura des mois toujours un peu compliqués parce qu'on a quand même pas mal de choses à payer, mais je pense que le plus gros est quand même derrière nous. Mais néanmoins, on fait pas n'importe quoi. En fait, on a pris une bonne leçon. On fait attention désormais à notre argent, on fait attention à nos dépenses. Maintenant, on sait tenir un budget. En fait, on savait déjà tenir un budget avant, mais avec la société, tous ces trucs-là, en fait, on avait tellement de boulot, on était tellement dans le feu de l'action qu'on a oublié tout ça, en fait. Donc désormais, on retient un budget et je pense que même je gère mieux mon budget qu'avant. Donc même si ça va mieux à l'heure actuelle, moi, je me sens pas sortie de la galère. En fait, je me sentirai sortie de la galère quand j'aurai plus aucune dette, quand je ne devrai absolument plus rien à personne. Et c'est loin d'être le cas pour l'instant. Mais moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que, par exemple, ce mois-ci, j'ai réussi à payer tout ce que j'avais à payer sans me poser de questions, sans restreindre quoi aux caisses parce que j'ai toujours payé ce que je devais. Par exemple, j'ai toujours payé mon loyer, j'ai toujours payé, je dois de l'argent à des amis qui m'ont prêté de l'argent quand on était dans la galère, je les ai toujours payés aussi et tout ça. Mais voilà, ce mois-ci, on a pu payer nos dettes, on a pu payer ce qu'on avait à payer, on a pu payer même les factures qui arrivaient et on a pu économiser encore plus en fait. Et pour moi, c'est ça en fait la grande victoire. Donc on continue à faire des économies bien évidemment. Moi de toute façon, j'ai vécu dans la surconsommation et je vois quelle erreur j'ai fait quand je me suis retrouvée dans la galère et que je n'avais aucun argent de côté parce que je n'avais pas mis d'argent de côté. Donc pour moi, c'est terminé en fait tout ça. Donc je continue bien évidemment à rester maman économe. Je sais que je le resterai tous les jours de ma vie, même s'il y a des fois où, il y a des fois où je me fais plaisir, il y a des fois où je vais acheter un truc à mes enfants parce que ça me fait plaisir, mais c'est de l'argent en fait qui est prévu dans mon budget et c'est pas de l'argent que je vais avoir dépensé comme ça sur un coup de tête, c'est pas oh ça coûte ça, oui c'est pas grave, je verrai le mois prochain, non ça c'est terminé, mais voilà, je reste quand même maman économe parce que je dois faire des économies pour payer ce que j'ai à payer, je dois faire des économies pour rembourser mes dettes et je dois faire des économies pour assurer un avenir plus sain, plus serein à ma famille. Et il y a autre chose aussi que je voudrais vous parler, une autre potentielle dette qui pourrait arriver. Mais en fait, je veux pas trop en parler parce que j'ai peur d'attirer le truc. Mais je vais quand même vous en parler parce que si jamais ça nous arrive, je voudrais pas avoir à en reparler. C'est que aussi, au niveau du crédit qu'on avait pour la société, on s'était porté caution. C'est-à-dire que si la société ne pouvait pas finir de rembourser ce crédit, c'était à nous de payer. Et c'est-à-dire qu'il restait à peu près 100 000 € à payer. Et si jamais la banque nous réclame de l'argent, on aurait une potentielle dette de 100 000 € au-dessus de la tête. Voilà, priez pour moi pour que la dette ne nous tombe pas dessus. Bon, on avait des assurances, on avait un fonds de garantie aussi, donc normalement c'est pris en compte. Mais pour l'instant, on n'a aucune nouvelle en fait de la banque. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'oublie pas. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on reste maman économe et papa économe. Et maintenant, tel Leonardo DiCaprio qui reçoit un Oscar, je vais faire mes remerciements. Alors la première personne que je voudrais remercier, bien évidemment, c'est mon mari parce que j'ai le meilleur mari du monde. Ensuite, je voudrais remercier mes enfants parce que j'ai aussi les meilleurs enfants du monde. Même si en ce moment, c'est un peu chiant en ce moment quand même. Je voudrais remercier mes amis qui sont restés malgré mes galères. C'est là qu'on voit vraiment quels sont vos amis parce que oui, il y a des personnes qui font partie de vos amis, mais quand vous êtes dans la galère, ils ont tellement peur que cette galère soit contagieuse qu'ils se barrent en courant. Ensuite, je voudrais remercier mon frère et ma belle-sœur et leurs enfants. Je voudrais remercier ma maman ainsi que le papa de Benoît. Je voudrais remercier mes voisins, les habitants de mon village qui ont été exceptionnels avec nous. J'aimerais également remercier Anna de la petite budgéteuse sur Instagram qui m'a appris à gérer mon budget, mais qui aussi m'a appris
la rigueur dans la gestion d'un budget, ça a été vraiment aussi très important pour moi d'apprendre ça. Parce que la rigueur, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est bien d'être rigoureux pendant un mois, mais si le mois d'après on fait n'importe quoi, ça sert à rien du tout. Donc, j'ai appris à être aussi de plus en plus rigoureuse et c'est aussi grâce à elle. Et je vous remercie, vous tous aussi qui avez regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.